Isabelle Moret, bonjour. Bonjour. Vous avez digéré votre échec. Alors, pour l'instant, je suis en train de terminer la campagne, c'est-à-dire écrire à tous les gens qui m'ont envoyé un courrier énorme, soit pour me féliciter, soit pour m'encourager, soit pour me dire qu'eux, ils étaient déçus que je ne sois pas élue. Mais pour ma part, je suis satisfaite du résultat que j'ai fait au premier tour. C'est mieux qu'Ignacio Cassis lorsqu'il s'est présenté pour la première fois au Conseil fédéral. Et j'ai beaucoup appris de cette expérience. Vous êtes contente, satisfaite de la façon dont votre parti vous a soutenue Alors, c'était clair pour le PLR que c'était l'opportunité d'avoir un Tessinois au Conseil fédéral à nouveau. Notre présidente Petra Gussi l'a dit d'emblée au début de la campagne, mais j'estime qu'il fallait aussi que des candidats romands se présentent. Le PLR, nous sommes le premier parti de Suisse romande, et donc il est normal que des candidats proviennent aussi de la Suisse romande. Donc traitement égal pour tous les candidats, vous n'êtes pas aigre par rapport au PLR? Par rapport à mon parti, jamais. Le reste, c'est à vous de juger. Alors, pas le temps de souffler, car pas de peau pour vous. Vous avez gagné, vous, le PLR, contre le projet d'Alain Berset, Prévoyance 2020. Mais maintenant, tout est à faire. Justement, dites-nous, Isabelle Moret, quel est le plan pour nous sortir de là ? Alors, je suis contente et satisfaite de cette votation populaire parce que le projet n'était pas suffisamment équilibré. Mais je vous rassure, il ne faut pas repartir de zéro. Le travail qui a été fait au Parlement n'est pas vain, n'a pas été vain. Et pour notre part, au sein du PLR, je défends, en tant que leader sur ce sujet dans mon parti, je défends le plan B qui consiste à travailler séparément sur l'AVS et séparément sur le deuxième pilier. Et donc, l'urgence, d'abord, c'est l'AVS. Il faut augmenter le taux de TVA de 0,6% de manière à assurer le financement de l'AVS à moyen terme. Et parallèlement, il faut des recettes supplémentaires, en particulier augmenter l'âge de la retraite des femmes de 64 à 65 ans. Et simultanément, c'est l'opportunité de faire avancer l'égalité salariale. Il y a un projet qui est actuellement en cours au sein du Parlement et je le soutiendrai. Mais les femmes ont beau dos, parce que quand même le projet final pour le PLR, comme pour la droite en Suisse, c'est la retraite à 67 ans. Ça, c'est abandonné ? Alors pour ma part, clairement, dans la prochaine réforme, il n'y aura pas de retraite à 67 ans. Le PLR a même abandonné son système de frein à l'endettement ou de mécanisme automatique d'intervention qui aurait prévu d'augmenter de 3 mois en 3 mois l'âge de la retraite s'il n'y avait pas de moyens financiers suffisants dans le cadre du fonds AVS. Mais un des arguments qui a fait que la population n'a pas voté, notamment en Suisse romande, justement ce projet Prévoyance 2020, c'était le rehaussement de l'âge de la retraite pour les femmes. Comment est-ce que vous allez les convaincre cette fois ? Mais pourquoi est-ce que tout le monde était opposé, moi aussi, à cette augmentation de 64 à 65 ans? Parce que cette recette supplémentaire, elle était utilisée pour payer cette augmentation de l'AVS pour tous, y compris pour des personnes qui ne le voulaient pas. Peut-être que c'était dans l'absolu qu'il y avait un refus catégorique des femmes, justement, de travailler plus tant que l'égalité ne serait pas concrétisée, notamment dans les rapports salariaux. Alors, concrètement, d'après les sondages qui ont été faits, ce n'est pas le cas. Mais moi, j'entends tout à fait cette problématique. C'est-à-dire, moi aussi, je ne trouve pas correct qu'on demande aux femmes de travailler une année de plus alors qu'il n'y a toujours pas d'égalité salariale. C'est pourquoi je défends le projet de Simonetta Sommaruga qu'on peut faire avancer en parallèle et qui prévoit justement que l'on s'assure que dans les entreprises de plus de 50 employés, il y a une véritable égalité salariale. Mais c'est audible, vraiment, la cause des femmes au PLR ? Oui, en tout cas, les femmes PLR sont très actives sur le dossier de l'égalité salariale en particulier. Nous venons avec des propositions pour essayer d'obtenir une majorité. Avec les femmes PLR et les PLR romands, il peut y avoir une majorité pour l'égalité salariale. Après, ça dépendra du PDC. Mais le problème pour les femmes aussi, c'est le fait qu'elles n'aient pas suffisamment cotisé quand elles sont en travail à temps partiel. La plupart travaillent à temps partiel, voire pas du tout. Aujourd'hui, il ne faudrait-il pas justement expliquer aux femmes qu'il s'agit de travailler à 100% pour ne pas sombrer dans la précarité, arriver à l'âge de la retraite ? Je pense que la manière dont vous voyez les choses, c'est en fait imposer aux gens de la manière dont ils veulent vivre. Mais vous savez que maintenant... Mais leur tenir un discours clair, c'est-à-dire dire effectivement aux femmes, le problème aussi, c'est que tant que vous ne travaillerez pas à un certain pourcentage, vous précarisez votre retraite de manière assez importante. Non, je pense que le problème pour les femmes, c'est tant qu'elles ne sont pas couvertes en deuxième pilier dès le premier franc, c'est-à-dire quand elles travaillent à temps partiel, qu'elles ne cotisent pas suffisamment au deuxième pilier, ce qui fait qu'au moment de leur retraite, elles
n'ont pas assez de deuxième pilier. Et ça, c'est la deuxième partie de la réforme que nous proposons. La première, c'était l'AVS. Si elles travaillent à temps partiel, elles ne perdent rien au point de vue AVS. Si par exemple, si elles ont des enfants, elles ont même un bonus éducationnel. Mais c'est dans le deuxième pilier qu'il y a vraiment une problématique pour les femmes. Mais vous savez que de plus en plus de jeunes pères souhaitent travailler à temps partiel pour s'occuper de leurs enfants. Et puis la génération Y, par exemple, qui travaille dans les startups, ce sont souvent des gens qui cumulent plusieurs petits emplois dans des startups différentes. Et à chaque fois, en fait, ils ne cotisent pas au deuxième pilier. Résultat, au moment de leur retraite, ils n'auront pas suffisamment de deuxième pilier. Il faut donc adapter le deuxième pilier à notre nouvelle manière de vivre, c'est-à-dire un cumul d'emplois à temps partiel, par exemple. Le problème aussi, c'est les infrastructures de garde. Est-ce que c'est compliqué quand même pour le PLR de choisir entre son conservatisme par rapport au projet de société qu'il a et l'économie ? Alors le PLR est extrêmement progressiste, on le voit dans nos votes. Par exemple, dans le canton de Vaud, nous sommes à l'origine de la création de la fondation d'accueil de jour de la petite enfance, qui maintenant a changé de nom, mais à l'époque elle s'appelait comme ça, qui a permis de créer de nombreuses places de crèches et d'accueil parascolaire dans le canton de Vaud. Et si aujourd'hui, dans votre déclaration fiscale, vous pouvez, pour l'impôt fédéral, déduire 10 000 francs, eh bien, c'est grâce au PLR et en particulier à votre serviteur. Et sur le plan suisse ? Sur le plan suisse, il faut bien comprendre une chose. Moi, j'ai soutenu l'article constitutionnel sur la politique familiale qui aurait permis de donner une compétence à la Confédération d'agir en matière de politique familiale. Et la Suisse romande a dit oui. Et les PLR romands ont soutenu cet article constitutionnel. Malheureusement, nous avons perdu. Une majorité suisse-allemande a dit non à cet article, ce qui fait que la politique familiale est essentiellement de niveau cantonal. Pour Prévoyance 2020, le problème, c'est quand même le temps. Dès l'année prochaine, justement, on va devoir taper dans les réserves pour couvrir les déficits. Comment est-ce que vous pensez que le Parlement peut adopter extrêmement rapidement un plan, une nouvelle réforme pour la présenter au peuple ? Alors pour les AVS, c'est tout à fait possible parce que nous ne repartons pas à zéro. Le travail qui a été fait existe. D'accord, mais le compromis ? Alors sur la TVA, je pense que c'est très simple. Tout le monde a été d'accord sur ces augmentations de 0,6%. Et puis, je pense qu'il existe une majorité pour obtenir l'âge de la retraite à 65 ans et 65 ans pour les hommes et les femmes. Plus de 4 ans pour oui, mais parce qu'on ce n'est pas une réforme. Si il fallait recommencer une réforme à l'origine, vous aurez raison, il faudrait plusieurs années. Là, ce qu'on fait, on repart juste à l'étape précédente avant la négociation finale. Et clairement, nous allons déjà déposer dans le cadre du mois de novembre en commission notre proposition de manière à ce que le Conseil fédéral vienne avec cette augmentation de la TVA et cette parité à 65 ans pour l'âge de la retraite des hommes et des femmes. Donc vous dites combien de temps à peu près ? Là, je pense que dans les 2 ans, c'est bouclé. Il faut le faire parce que c'est urgent. Dans 10 ans, 2 ans, c'est déjà beaucoup. On a 10 ans. C'est-à-dire que dans 10 ans, il n'y a plus assez d'argent dans la caisse de l'AVS et puis l'entier des rentes AVS ne pourront plus être versées. Donc, une modification de la TVA dans les 2 ans, c'est raisonnable et ça permet d'assurer le financement au-delà de ces 10 ans. Ça va être du donnant-donnant. Est-ce que vous allez troquer justement votre soutien à RE3 contre Prévoyance 2020 ? Non, je crois que les projets sont clairement séparés. Chaque projet doit être négocié séparément. Il doit arriver équilibré devant la population. Et donc, le peuple votera sur 3 objets cette fois, si je vous comprends bien. Alors, séparément, il y aura une première fois sur l'augmentation de la TVA. Et puis, on verra s'il y a un référendum sur l'augmentation de l'âge de la retraite des femmes ou pas. Ensuite, il y aura la loi sur l'égalité. On verra s'il passe le Parlement, s'il y a un référendum. Ensuite, il y aura le projet sur le deuxième pilier. Alors là, c'est un projet qui ne nécessite pas de modification de la Constitution, donc on verra s'il y a un référendum ou pas. Et puis après, effectivement, il y aura des mesures techniques où tout le monde est d'accord et celle-ci passera vraisemblablement. Les syndicats disent que c'est pas sur si les mesures techniques, que ça. Oui. Non, il y a par exemple sur la flexibilité de l'âge de la retraite, ça c'est quelque chose qui est important, qu'on puisse prendre une retraite anticipée de manière souple ou qu'on puisse travailler plus longtemps sans être pénalisé au niveau de l'AVS. Ça, ce sont des mesures qui paraissent peu contestées. Alors un autre dossier qui vous concerne directement, puisque vous siégez dans la commission sociale et santé, c'est évidemment les primes maladie. C'est un peu notre Catalogne à nous, ça pètera, mais on ne sait pas trop quand. Les primes d'assurance maladie qui explosent un peu partout, qui explosent le porte-monnaie des ménages. Sur cette hausse, tout d'abord, Isabelle Moret, qu'est-ce que vous dites ? Vous avez tout à fait raison. Depuis l'introduction de la MAL, il y a une vingtaine d'années, les primes ont doublé parce que les coûts de la santé ont doublé. Ça n'est pas possible que dans les 20 prochaines années, les primes doublent à nouveau. On le dit toujours, mais quoi faire ? Intervenir sur les coûts de la santé. Pourquoi ? Eh bien, en fait,
jusqu'à présent, toutes les initiatives qui ont été déposées, ou l'essentiel des discussions ont porté toujours sur ces affreuses caisses maladie. Mais je vous rappelle quand même que sur 100 francs que vous versez à votre caisse maladie, 5 francs portent uniquement sur les frais administratifs. Pour votre caisse maladie, c'est les 80 millions de factures par année que reçoivent les assureurs maladie et qu'ils doivent vérifier. Et puis les 95 autres francs que vous versez à votre caisse, ça c'est pour couvrir les prestations de soins. Je suis présidente de H+. Mon vice-président, c'est le directeur de l'hôpital. C'est le lobby justement des hôpitaux. H+, c'est l'association qui regroupe tous les hôpitaux de Suisse. 3/4 des hôpitaux de cette association sont des hôpitaux publics, c'est-à-dire le CHUV, les HUG. Et justement, mon vice-président, qui est donc directeur de l'hôpital cantonal universitaire de Bâle, a calculé que chez lui, par année, 1000 opérations pourraient être faites en ambulatoire, alors que pour l'instant, elles sont faites pour des raisons financières en stationnaire. C'est-à-dire qu'à cause de ce système où en fait les opérations quand vous dormez sur place eh bien, rapportent plus à l'hôpital et ont une participation financière du canton, eh bien, par certains hôpitaux profitent de conserver ou doivent, pour des raisons financières par exemple, pour financer les urgences, clairement c'est ce que fait l'hôpital de Bâle, ils financent de cette manière les urgences qui ne sont pas assez rémunérées, en gardant plus d'opérations avec une nuit à l'hôpital. Et on voit que globalement, eh bien, c'est idiot parce que les coûts de la santé augmentent de cette manière-là. Et une des solutions que je défends avec vigueur, c'est qu'on dise, eh bien, on va fixer un prix intermédiaire entre le prix de l'ambulatoire et le prix du stationnaire. Sur ce prix intermédiaire, les cantons doivent participer, peut-être pour un montant moindre que si c'était en stationnaire. Et après, c'est uniquement le médecin qui va choisir si vous devez être opéré en ambulatoire ou en stationnaire. Parce que, vous voyez, si vous êtes un jeune, que vous pouvez rentrer vite à la maison, qu'il y a des gens pour s'occuper de vous, eh bien, c'est pas forcément nécessaire que vous dormiez à l'hôpital, que vous ayez une surveillance médicale. Si c'est une personne plus âgée, ben, parfois, il est nécessaire d'avoir une surveillance médicale plus longue. Et ça a des chances d'aboutir, ça, de trouver une majorité? Alors, il faut que les cantons jouent le jeu. Pour l'instant, la conférence cantonale a dit qu'elle était opposée à une participation des cantons à une solution intermédiaire pour justement ces opérations qui sont entre l'ambulatoire et le stationnaire. Donc on voit qu'il y a un blocage des cantons. Une des difficultés en matière d'assurance maladie, c'est que tout ne se décide pas au niveau fédéral, mais une bonne partie de l'organisation des prestations de soins se fait au niveau cantonal. Et là, il faut que les 26 cantons soient d'accord. Mais ce qu'ils veulent récupérer aussi, ces cantons, c'est la maîtrise justement des primes d'assurance maladie. Ça, vous cautionnez? Vous parliez de laquelle initiative? Celle du PDC? Non, l'initiative pour que les cantons puissent fixer le tarif des primes d'assurance maladie. Mais elle ne maîtrise rien du tout. Elle ne vise pas du tout les coûts de la santé. Elle fait une sorte de mini-caisse unique. Autrement dit, elle s'occupe que des 5 francs sur le billet de 100 francs que vous versez à l'assurance maladie. Elle ne s'occupe pas du tout des 95 francs. Le PDC nous parle qu'il souhaite déposer une initiative portant frein aux dépenses en matière d'assurance maladie. Je trouve l'idée beaucoup plus intéressante, même s'il ne propose pas de solutions concrètes. L'idée est beaucoup plus intéressante parce qu'elle vise justement les 95 francs sur ce billet de 100 francs que vous payez à votre caisse maladie. Entre 2015 et 2016, il y a eu une augmentation de 2,5% des coûts de la santé sur Genève. Or, les primes, justement, pour 2017-2018, elles augmentent de 5%. Elles passent où, ces réserves? Oui, c'est pour ça que le Parlement a voté cette loi sur la surveillance de l'assurance maladie. Et pour les primes 2017, clairement, les ordonnances n'étaient pas encore en vigueur. Ça veut dire que les Genevois et les Vaudois, et les Tessinois aussi d'ailleurs, payaient une partie des primes qu'auraient dû payer les Bernois, qui eux ne payaient pas assez. Ceci est totalement inadmissible. Et pour les primes 2017, eh bien, les ordonnances d'application n'étaient pas encore en vigueur. Maintenant, on va voir et s'assurer que l'Office fédéral de la santé publique fasse son travail. Il y aura un effet rétroactif? Ça veut dire que pour 2019, il y aura justement une baisse des primes d'assurance maladie sur Genève et sur Vaud de manière drastique? Non, parce que ce serait toujours année par année. Et il faut bien comprendre que le système a toujours 2 ans de décalage. Il faut laisser 2 ans en fait pour que le système mouline, si je reprends l'expression de l'administration, pour déployer tous ces plans effets. En ce qui concerne la deuxième initiative qui vient d'être proposée pour un parlement indépendant des caisses maladie, quelle est votre réaction par rapport à ça? Je ne vois pas tellement ce que ça apporterait. Ça ne permettra vous n'économisez aucun centime en matière de coût de la santé par ce biais-là. Vous payez en plus le prix de la votation. Mais malgré tout, les parlementaires qui sont affiliés à des caisses maladie, on le sait bien, auront tendance à défendre cette cause. Dans la commission de la santé dans laquelle vous siégez, c'est presque un tiers des commissionnaires. Est-ce que c'est normal? Vous voyez, la loi sur l'assurance maladie dont je vous parlais tout à l'heure, qui permet d'assurer plus de transparence dans le cadre de l'assurance maladie, qui permettra aussi d'obliger les caisses à diminuer leurs réserves, eh bien, on a réussi à la
faire passer, malgré l'opposition des assureurs maladie. Donc on voit que finalement qu'il y ait des représentants des assureurs maladie au sein de ces commissions n'a pas empêché qu'on a réussi à faire aboutir cette loi contre l'avis des assureurs maladie. Puis à l'inverse, le but aussi des assureurs maladie, ce serait de s'occuper de l'augmentation des coûts de la santé. Donc moi, j'attendrais des représentants de ces caisses au sein du Parlement fédéral qu'ils viennent avec des idées fortes pour la maîtrise de l'augmentation des coûts de la santé. Peut-être ce qui fait que cette initiative remporte un certain succès dans le cadre de la signature, en tout cas, c'est parce qu'on ne voit pas assez, finalement, les propositions que font les assureurs maladie pour maîtriser l'augmentation des coûts de la santé. Parce que finalement, c'est eux qui représentent les assurés contre les prestataires de soins. Donc, c'est finalement à eux de défendre les assurés et à s'assurer qu'il n'y ait pas une explosion des coûts de la santé. Et là, peut-être qu'on ne voit pas assez. Mais ce ne serait pas un geste symbolique à l'égard de la population qui a besoin d'une réassurance par rapport justement à la gestion de ces assurances maladie? Est-ce que ce ne serait pas un geste que de leur dire, voilà, maintenant, effectivement, on va s'affranchir et puis vous pouvez être assurés, on va traiter de manière indépendante les dossiers? Mais je pense que le Parlement le traite de manière indépendante. Preuve en est cette loi sur l'assurance maladie. Ça vous apporte quoi de plus que juste dans ce domaine-là? Le symbole politique. C'est vrai qu'il y a un tel ras-le-bol de la part de la population. Mais vos primes, elles continuent à augmenter. Autant lancer une initiative à ce moment qui porte vraiment sur l'augmentation des coûts de la santé. S'amuser à dénoncer ces méchants assureurs maladie, c'est facile, mais ça n'économise pas un seul centime en matière d'augmentation des coûts de la santé. Raymond Clotu, qui siège aussi à la Commission de la Santé, justement, vient de refuser de dire pour combien il touchait de la mutuelle. Est-ce que ça vous choque, cette attitude? C'est ça. C'est à lui de répondre sur cette question. Chacun fait comme il veut. Moi, je trouve intéressant d'avoir des relations avec les assureurs maladie, en particulier les deux plus importantes en Suisse romande, c'est Assura et c'est le groupe mutuel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont des chiffres qui sont intéressantes à voir, à étudier. Donc, c'est intéressant d'avoir des relations avec les assureurs aussi pour leur dire, mais qu'est-ce que vous proposez, par exemple, sur tel et tel point? Mais vous savez bien que quand on touche une certaine somme d'argent, il y a forcément un retour sur investissement. Les caisses maladie ne payent pas des commissaires, des parlementaires pour ne pas défendre leurs intérêts. Poser la question aux personnes qui sont concernées. Mais donc, le fait que Raymond Clotu ne réponde pas sur cette question, vous trouvez ça normal? C'est sa vie privée. Posez-lui la question. Il a sur le droit une question aussi sensible que celle-ci. Mais est-ce que vous posez... Encore une fois, moi, pour ma part, j'ai participé en tant qu'invitée aux réunions du groupe mutuel parce que ça m'intéresse vraiment. Ils sont très pointus en matière de politique de la santé et leurs idées m'intéressent. Par contre, j'ai demandé au groupe mutuel de ne pas me payer parce que je ne voulais pas je voulais pas donner le sentiment que j'étais liée avec eux, mais après, chacun fait comme il veut. C'est votre 4e législature. Vous voyez comment la suite? Alors, je suis effectivement entrée en cours de route la dernière année de la législature qui finissait en 2007. Pour ma part, je suis passionnée par ces thèmes d'AVS et d'assurance maladie. Pourquoi? Parce que ça touche vraiment la vie des gens. Donc, vous allez remplir en 2019? Oui, je souhaite être à nouveau candidate au Parlement fédéral en 2019, avec, j'espère, de nouvelles responsabilités. Plus de conseil fédéral? Alors, c'était passionnant. J'ai appris énormément de choses dans cette course au Conseil fédéral. Pour ma part, j'y ai pensé pour la première fois au moment de la démission de Didier Burkhalter. Je sais que Ignacio Cassis y pense depuis bien plus longtemps puisqu'il était déjà candidat il y a 6 ans. Je vous remercie beaucoup, Isabelle Morin. Merci à vous.